Bonjour et bienvenue dans Face au Business. Les commandes publiques représentent un énorme potentiel pour les entreprises. Des procédures de passation jusqu'à l'exécution des marchés, un long parcours pour les entrepreneurs. Comment faut-il s'y prendre? Quelles conditions à remplir pour pouvoir obtenir un marché? Quelle stratégie mettre en place? Voici autant de préoccupations auxquelles nous allons répondre dans ce numéro de Face au Business. Alors pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau M. Moïse Ndabakorba, qui est le responsable des affaires juridiques à l'autorité de régulation des commandes publiques ARCOP, qui s'est excusé à la dernière minute pour des décisions indépendantes de sa volonté. Néanmoins, nous avons sur notre plateau M. Bruno Zouré, qui est juriste, expert, consultant et directeur général du cabinet global Green Consulting Afrique. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons aussi sur notre plateau M. Riva Anselme Bonkungu, qui est le directeur général du bureau d'études Pareda International. Soyez le bienvenu. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous avons M. Kola Sévérin, qui est le directeur marketing de BSK Communication. Alors, messieurs, sans plus tarder, nous allons présenter vos différentes structures. Monsieur Bruno Zouré, qu'est-ce que Global Green Consulting Afrique? Ok, merci. Global Green Consulting Afrique évolue dans le développement durable, dont nous menons des études et des formations dans le domaine de la gestion des projets, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la formation des formateurs, voilà, un peu aussi dans le domaine des marchés publics. Voilà. D'accord. Pareda International, Monsieur Bonkungu. Pareda International est un bureau d'études installé à Ouagadougou, qui mène ses activités depuis un certain nombre d'années. Alors, nous sommes probablement dans les questions liées à l'environnement, et collectivité et développement local. Donc, nous intervenons également pour ce qui est tout accompagnement pour le développement à la base, donc les questions de formation également. Et nous appuyons également un certain nombre d'entreprises dans la recherche et dans la soumission des marchés publics. D'accord. BSK Communication avec M. Koula. Merci pour l'opportunité. Répondant au nom de Kola Sévérin, il s'agit de cabinet BSK Connexion au lieu de communication. D'accord, autant pour moi. Donc, qui se positionne en tant que cabinet qui accompagne les entrepreneurs dans la maîtrise des procédures de passation de marché public, prioritairement comme prestation. Mais en dehors de ça, nous donnons des formations en entreprise comme organisées pour le grand public dans le domaine de management, accompagnement, management et puis fiscalité des entreprises, essentiellement cela. D'accord, merci pour cette présentation. Monsieur Bonkungu, parlez-nous de votre parcours professionnel. Parler de soi-même n'est pas aussi aisé. Alors, notre parcours professionnel, c'est pas trop grand, mais pas aussi petit que ça. Après les études universitaires, ponctuées d'un certain nombre de diplômes, de masters, j'ai été accueilli au cabinet Pierre Abadier, l'expert comptable, où j'ai travaillé un certain nombre d'années, pour ensuite me retrouver à l'entreprise Ibomaf en tant que directeur du service juridique et chargé des études. Et quelques années plus tard, j'ai décidé moi-même de prendre l'envol et d'apporter mon expertise au monde dans son ensemble plutôt que d'être dans une entreprise. Voilà. Autrement, j'ai voulu se diriger. Créer des emplois. créer des emplois. D'accord. Merci pour ce parcours. Merci. Alors, Monsieur Zouré. Monsieur Zouré, je vais me présenter sur deux volets. Le volet académique, Monsieur Zouré est titulaire de 3 masters. Un master en droit privé, un master en gestion des projets et un master en droit international de l'environnement. Et côté parcours professionnel, M. Zouré a été directeur des opérations dans une structure associative avant d'être un peu plus tard chargé de projet et programme dans un cabinet privé et tout récemment directeur général de son propre cabinet. Ok. Alors, M. Kola. Kola Sévérin, avec son diplôme en technico-commercial, donc formation technico-commerciale,
et aussi écrivain, parce que ma passion pour le partage d'expériences, partager les connaissances que j'ai avec les autres, m'a amené à devenir écrivain motivateur, donc formateur aussi au niveau des réseaux associatifs où j'ai été formé pour devenir formateur, afin d'accompagner surtout la jeunesse. Donc, autrement dit, je me suis donné la mission de sauver l'Afrique par la promotion de l'entrepreneuriat privé au niveau de la jeunesse. Donc, depuis 2016, je suis le directeur marketing du cabinet BSK Connexion. Okay. Merci. Alors, comment peut-on définir une commande publique, M. Bokongo? Il faut dire que la commande publique se définit dans son ensemble comme l'ensemble des contrats que l'autorité publique ou l'administration publique passe en fonction des besoins de fonctionnement ou des besoins d'investissement d'un service public. Donc la commande publique est généralement passée par l'État, ses démembrements comme les collectivités et même les sociétés d'État. Oui. D'accord. Monsieur Zouré, vous n'avez pas ajouté sur cette définition? Oui, je vais rebondir pour dire que la commande publique peut être comprise comme un système d'acquisition de biens et services par une personne morale de droit public qu'on appelle l'État et ses démembrements. D'accord. Et ce système d'acquisition des biens et services par la personne morale de droit public qui est l'État et ses démembrements est assis sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle marché public. Le second pilier, c'est ce qu'on appelle délégation des services publics. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle partenariat public-privé. D'accord. PPP. PPP. D'accord. Alors, qui peut passer une commande publique? Je continue avec vous, M. Zouré. Toute personne morale ou physique en règle vis-à-vis de la réglementation. Donc, à moins que vous soyez une entreprise qui a été fictive ou qui a été exclue de la compétition. D'accord. Toute personne qui s'est créée aujourd'hui même comme entreprise ou toute personne physique, consultant ou pas, peut postuler. Les conditions ne sont pas liées au chiffre d'affaires, au pouvoir d'achat de l'entreprise? Oui, c'est ça, par exemple, ça varie en fonction d'un certain nombre de marchés. Mais grosso modo, en vertu du principe du libre accès à la concurrence, à la commande publique, toute personne physique ou morale qui s'est constituée entreprise, personne physique, personne morale peut soumissionner. Maintenant, on rentre dans les détails en fonction des marchés, des types de marchés. Bon, ça, il y a des conditions spécifiques à remplir. D'accord. Quelles sont les procédures de passation d'un marché public, M. Bonkourou? Parler de procédure, alors il faut d'abord qu'il y ait un besoin exprimé par l'administration publique, par l'autorité publique. C'est pour cela qu'il faut que le besoin soit déterminé par l'autorité qui va passer la commande. Alors, lorsque le besoin est déterminé, il y a toute la réglementation qui doit être respectée en fournissant tous les éléments qui permettent aux personnes qui peuvent postuler ou qui peuvent se porter candidat de venir manifester leur intérêt. C'est pour cela que vous avez, par exemple, les spécifications du bien qu'on en demande, les spécifications. Après que toute cette procédure soit passée, il y a aussi le fait qu'il faut publier. Nécessairement, le marché doit être mis dans un journal. Bon, ici, nous avons la revue des marchés publics au Burkina. Mais tout marché n'est pas forcément publié également. C'est ça qu'il faut savoir parce qu'il y a la procédure accélérée, il y a des besoins urgents qui arrivent souvent, on peut faire des consultations. Et quand il y a les consultations restreintes, en fonction de la spécificité, soit parce que la personne qui va consulter, généralement dans notre législation, c'est la personne en charge des marchés que l'on appelle le PRM, donc personne responsable des marchés, qui va consulter, tiendra compte des besoins et notamment si ce besoin ne peut être satisfait que peut-être par un groupe de fournisseurs restreints. Donc si nous prenons un cas spécifique du secteur minier, alors si on a besoin d'une compétence ou d'une expertise particulière et qu'on a déjà connaissance de quelques personnes
s'y connaissent. On n'a pas nécessairement besoin de publier, surtout encore si le montant est un peu faible. Donc, au-delà de tout cela, alors, parler de procédure de passation, il faut continuer parce que publier, c'est vrai, mais il faut des personnes qui répondent à l'offre. Tout à fait. Voilà. Et justement, c'est là que les entreprises ou les personnes physiques se manifestent. Et on les appelle d'abord les candidats parce que les candidats, ce sont les personnes qui sont susceptibles de manifester leur intérêt. Ouais. Ensuite, il y a toute cette longue procédure qui va conduire à la soumission et puis à l'attente de la délibération, voilà, ainsi de suite. Alors, avec M. Zouré, nous allons parler de décryptage et montage d'un dossier d'appel à concurrence. Oui, c'est une question qui est très importante pour nous entrepreneurs parce que la plupart des entreprises ne mettent pas l'accent sur la qualité des dossiers et comme souvent sur les relations pour avoir les marchés, alors que c'est très important de mettre l'accent sur la qualité. Les entreprises étrangères avec qui nous avons eu à travailler, par exemple, ils mettent l'accent sur la forme et le fond. Donc, pour monter un bon dossier, il faut d'abord avoir les compétences, il faut d'abord maîtriser la réglementation générale des marchés publics. Et il faut savoir ses forces et ses faiblesses dans le domaine, par exemple. Et il faut analyser le DAO, ce qu'on appelle le dossier d'appel d'offres, voir les différentes pièces à fournir, la stratégie à mettre en place pour pouvoir gagner, pour pouvoir être plus compétitif que le concurrent. Donc, il y a la stratégie, le temps d'intervention. Par exemple, dans mon domaine des prestations intellectuelles, par exemple, on va vous demander de trouver les bons consultants, des pelles rares. Donc, si je dois intervenir dans le domaine de la communication pour élaborer un plan de communication, il s'agit de communication pour un ministère, si je dois aller chercher une pelle rare en Côte d'Ivoire parce que c'est l'homme qu'il faut, pour convaincre l'autorité contratante que c'est mon cabinet qu'il faut recruter, je vais le faire. Donc c'est tout cet ensemble d'éléments là qu'il faut réunir pour pouvoir monter le dossier d'appel d'offres. On pourra venir dans les détails. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évaluation des offres? Sur l'évaluation des offres, il y a deux techniques. Il y a la technique, d'abord c'est assis sur un principe. Le principe du marché économiquement rentable. Les gens appellent ça moins 10 ans, mais en fait, c'est l'entreprise qui a l'offre qui est économiquement rentable qu'il faut recruter. Maintenant, c'est basé, comme j'ai dit, sur deux éléments. Il y a le principe du 80-20 et le principe du 70-30. Alors, 80-20, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre technique que vous présentez à l'autorité contratante doit avoir le minimum de 80 points. On veut évaluer au moins 80, vous devez avoir au moins 80 points. Et puis, l'offre financière prend en compte les 20%. Donc, pour vous évaluer, on va voir, en fonction des concurrents, qui, en termes de capacité à pouvoir réaliser la mission, a atteint les 80 points. Et les 20. Maintenant, les 70, ça, on descend. Ça veut dire que l'autorité qu'on n'a pas trop d'argent. Donc, on admet qu'une entreprise qui a 71 points, 72 points, puisse le prendre. D'accord. Donc, ça, c'est la technique de 70-30. D'accord. Il faut préciser aussi qu'en matière d'évaluation, c'est un peu complexe. D'ailleurs, il y a l'évaluation simple, il y a l'évaluation complexe. Dans la mesure où l'autorité contractante peut peut-être mettre beaucoup l'accent sur la compétence, ce que nous appelons le contenu de l'offre technique. Mais en général, c'est l'aspect économique également qui joue, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon dossier technique, il faut que l'offre financière réponde quand même à l'enveloppe dont dispose l'autorité. C'est pour cela qu'on dit que c'est complexe. D'accord. Alors, j'aimerais continuer avec vous. Quelles sont les opportunités offertes aux entreprises par rapport à ces procédures de passation? Alors, j'allais plutôt demander d'ailleurs qu'on dise par rapport à la réglementation, parce que là, c'est encore beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Voilà, d'autant sachant que toute cette passation se trouve dans la réglementation. D'abord, en termes d'opportunités, il faut savoir qu'il y a un renouveau en matière de réglementation des marchés publics au Burkina Faso depuis 2016 surtout, avec les nouvelles règles qui, par exemple, on peut tirer quelques éléments, alors permettent aux PME de monter un peu. De monter un peu, vous savez qu'on a réduit, on a d'ailleurs haussé le seuil des cotations, le seuil de la consultation restreinte jusqu'à 10 millions, on peut consulter, on peut passer à une procédure accélérée. Pour les prestations intellectuelles, par exemple, vous allez voir que jusqu'à entre 10 et 30 millions, on peut toujours passer par des... Donc ça, c'est des opportunités. Ensuite,
il y a le respect des principes même qui gouvernent la matière des marchés publics. C'est-à-dire l'accès, le libre accès à l'information. Oui. Donc, dès l'instant où on a une revue, bon, ça c'est déjà une opportunité pour permettre à toutes les entreprises de participer. Ensuite, il y a la question d'égalité de traitement. Donc, l'égalité de traitement suppose que lorsque tous les éléments sont réunis, qu'on ne favorise pas. Donc, la question du favoritisme est déjà exclue. Donc, que tous les dossiers soient soumis aux mêmes conditions. Aux mêmes conditions. Ouais. Aux mêmes conditions, incluant le temps, incluant la forme également. Oui. Donc, lorsque tout ça s'est réuni, ça peut être des opportunités parce que on ne passera plus par la fenêtre pour déposer son dossier. Il y a aussi ça. Et puis bon, il faut aussi ajouter, c'est que c'est le domaine par excellence où on parle de la corruption. On pense quand même qu'il y a une certaine évolution en matière de lutte contre la corruption. Et ça aussi, ça participe à l'émergence des PME. Donc ce sont des opportunités. Ça ouvre plus de chances à d'autres entreprises de pouvoir participer de façon honnête. Effectivement. Alors, M. Kola, on sait que la mise en œuvre de ces procédures occasionne beaucoup de litiges. Est-ce que vous avez déjà connu des litiges dans ABSK Connexion pour certains clients? Oui, il est arrivé ces cas-là. Oui, mais nous avons des experts qui nous accompagnent, qui défendent ces dossiers et qui les montrent où il faut le faire et comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut éviter dans le processus pour défendre son dossier, parfois écarté injustement. D'accord. Monsieur Zouré, vous pouvez appuyer. Vous avez déjà réglé des litiges. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on a déjà accompagné certains clients au niveau de la COP pour défendre des litiges, pour des questions de référence, par exemple, dans la procédure de soumission ou l'autorité. De façon générale, ces litiges sont nés de quoi? Oh, les litiges sont nés, généralement, souvent, c'est les pièces à fournir. L'autorité contractante peut estimer que les pièces fournies ne sont pas valables ou qu'elle frise la fraude et autres. L'entreprise peut estimer que non, les pièces sont en bonne et due forme. Donc il faut trancher, il faut s'asseoir, discuter pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On peut présenter un diplôme. On peut estimer que le diplôme, c'est un diplôme algérien qu'on ne connaît pas, ou bien voilà, il n'est pas valable. On ne peut pas vérifier l'authenticité vu la distance. Tout à fait. Et donc, cette offre est écartée. Donc, l'entreprise peut estimer que voilà, elle est lésée et donc elle peut faire un recours. Et donc, on va statuer au niveau de l'ORAD pour voir Alors, combien de temps dure au minimum un processus de passation de commande publique? Au minimum. L'UEMOA et la réglementation nationale a réglementé les seuils pour pouvoir pas passer un marché. Par exemple, je sais que pour pouvoir lancer un avis d'appel d'offres, pouvoir permettre aux entreprises de bien se préparer, au niveau national, c'est 30 jours. Au niveau UEMOA, un mois. Au niveau UEMOA, c'est 45 jours. Mais ça, c'est la croix et la bannière. Moi, on a eu à soumissionner des marchés où c'est 6 mois après qu'on a été attributaire. Soit même tu oublies même que tu as soumissionné un marché. Et un jour, on te dit que voilà, on t'écrit pour te dire que bon, M. Zouré, venez à la négociation parce que c'est vous qui êtes attributaire. Donc ça prend énormément de temps et c'est préjudiciable pour les entreprises. Alors, M. Koubankougou, qu'est-ce qui peut expliquer cela, ce temps très long? Les entrepreneurs s'en plaignent. Oui, quand une question est posée comme ça, il faut prendre des exemples sur ce qu'on a déjà vu, ou ce qu'on a entendu parler. Oui. Voilà, ce qui motive généralement ces cas, il y en a plusieurs. D'abord, ça peut être des questions financières. Vous voyez qu'il y a un besoin qui est exprimé par l'administration, l'offre a été élaborée, on a mis en ligne, c'est-à-dire on a publié, les uns et les autres sont venus postuler. Donc il y a eu les soumissions et puis, allez. Pour une raison donnée, la ligne de crédit n'existe plus ou n'avait pas été fournie. C'est possible, c'est des cas qu'on a déjà vu, n'avait pas été fournie. Donc on ne peut pas déjà attribuer le marché sans qu'on ait de l'argent. Parce que celui qui Mais est-ce qu'avant de lancer un appel d'offres, est-ce qu'on ne s'assure pas d'avoir les fonds d'abord qui sont prêts? Oui, on s'assure, mais je vais vous dire une chose. Prenons les collectivités. Vous savez que généralement fonctionne sur la base des partenariats.
Hein, avec public-privé. Non, mais pas forcément ça. Oui, bon, public-privé, disons-le, mais le partenariat avec des ONG. Oui, hein. ok. Il y a une ONG, par exemple, qui se propose de vous appuyer dans la formation des femmes dans tel domaine. D'accord. Maintenant, il y a toute une procédure. Et généralement, les procédures ne sont pas maîtrisées au niveau local. Donc, tout de suite, comme on a déjà l'accord de principe, on lance déjà le marché. D'accord. Et puis après, quand on transfère l'ensemble de la documentation au niveau du partenaire, qui dit « Ah mais non, ça ne suit pas les procédures ». Donc, retournez, allez-y encore, refaire la même chose. Ça, c'est des cas. Ou bien, même si on le prend au niveau de l'État, vous avez des marchés qui sont montés. Vous avez quelqu'un qui a soumissionné. Alors, le marché a été même validé, disons, qui a été validé, et qu'au niveau du contrôle financier, ça bute. Donc, ça va dépasser les 30 jours. Ça va dépasser même 3 mois. J'ai encore des cas comme ça. Donc, on ne sait pas effectivement, au-delà des questions financières, il y a les questions de procédure, il y a peut-être d'autres éléments qui peuvent également motiver le fait qu'on se trouve comme ça. Et quand un entrepreneur met toute son énergie, et peut-être même toute son enveloppe pour monter un marché pareil, dès qu'il attend 3 ou 4 mois pour même passer à la signature du contrat. Le contrat n'est pas encore signé. Oui, mais en attendant, s'il y a un autre, je fais comment? Puisque peut-être que je pensais que tout de suite on allait avancer. Tout à fait. Donc, bon, ça a aussi des préjudices, mais bon, ça a plusieurs niveaux. Justement, c'est pour cela aussi que quand vous allez trouver des marchés qui ont commencé à être exécutés, qui est suspendu quelque part à un moment donné, et on se dit, mais pourquoi l'entrepreneur n'est pas là? Peut-être qu'il y a aussi un certain nombre d'événements qui s'expliquent. Voilà. Qui dit souvent les décomptes n'ont pas été payés à temps ou poussés. On dit non, la décompte aussi a été mal formulée. Bon, donc, disons, un ping-pong souvent, donc personnellement, c'est difficile d'expliquer par moment. Parce qu'on arrive souvent que les acteurs ne maîtrisent même pas pourquoi il y a le problème, qu'eux-mêmes y gèrent. C'est dommage. Alors, vous qui côtoyez beaucoup l'ARCOP, est-ce que vous pouvez nous parler des innovations majeures de la nouvelle réglementation, M. Zouré? La COP, au départ, c'était... Pour faciliter la gestion. Voilà, au départ, c'était l'autorité de régulation des marchés publics qui a changé de nom plus tard, qui est en 2014, qui est devenue la COP, autorité de réglementation de la commande publique. Donc, bon, je peux dire l'innovation, c'est l'ORAD, l'organe de règlement des différends amiables, donc, qui permet, au lieu d'aller perdre du temps ou bien d'encombrer les cabinets des juridictions administratives et autres, on permet que, comme on est en affaires, on puisse régler nos différends à l'amiable. On dit que l'argent n'aime pas du bruit. Donc, l'innovation majeure, c'est ça. Ce n'est pas aller tout de suite au contentieux. C'est vraiment éviter les conflits, régler les problèmes à l'amiable, parce que demain, on a appelé encore à travailler ensemble, à collaborer. D'accord. Alors, qu'est-ce que vos cabinets apportent aux entreprises lors de leur passation, quand ces entreprises viennent vers vous, Monsieur Bonkougou? Il faut appuyer les entreprises dans l'expertise, notamment par exemple dans la démarche administrative. Ça, c'est nécessaire parce que si vous prenez par exemple une PME, la PME n'a pas nécessairement la ressource humaine. Donc, c'est compliqué. Donc, on peut l'accompagner dans la question administrative, la recherche des attestations de situation fiscale. Et s'il y a des litiges avec le service des impôts, il faut négocier avec eux pour voir comment on peut avoir des échéances pour faciliter. Ça, c'est un autre élément. Alors, puisque ça fait partie de tous les éléments qu'il faut, au niveau social également avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais au-delà, il y a même le montage du dossier. Il faut apporter ton expertise, puisque c'est là-bas la partie la plus déterminante pour l'entrepreneur. Lui, les questions de papier, il s'est dit, bon, voilà, ça peut passer. Mais il faut apporter. Et puisque pour réussir un dossier, le dossier doit parler de lui-même. Donc, il faut personnaliser son dossier. C'est-à-dire que dans ce qu'on écrit, et qu'on arrive à résumer, pour que celui qui va prendre le dossier ne se perde pas dans la recherche, dans la formulation des... Tout à fait. Et là, vous les formez eux-mêmes à monter leur dossier ou vous montez leur dossier à leur place? Non, on les forme à monter leur dossier, mais ça c'est un autre aspect. Ça, on regroupe un certain nombre de... Enfin, il y a une offre qui est lancée et les personnes qui sont intéressées viennent s'inscrire. Mais au-delà de cela, il y a ceux qui vous approchent pour pouvoir monter le dossier. Parce que même en format, ce n'est pas tout à fait suffisant dans la mesure où il y a une rotation souvent dans les entreprises.
C'est-à-dire le chef d'entreprise qui recrute quelqu'un d'autre, un employé qui vient, même s'il a été formé qui 6 mois ou 1 an, 2 ans après s'en va. Bon, il y a une nouvelle personne qu'il faut réformer. Voilà. Mais en attendant, votre expertise aussi, c'est d'accompagner. Donc, tant dans la forme que dans le fond, dans le montage, jusqu'au respect des délais et puis même au règlement des litiges, parce que ça se prévient. Il faut dire, bon, si nous faisons ça, voilà ce qu'on peut. On peut s'attendre à tel. Voilà. Ainsi de suite. Ce sont des éléments pour lesquels d'accord. Monsieur Kola, à BSK Connexion, est-ce que leurs formations sont en adéquation avec la réglementation de l'ARCOP? Oui, bien sûr, puisque les experts qui animent ces formations sont parfois des personnes ressources de ce niveau-là. Donc, après une formation pour un grand public, on accompagne en individuel chaque participant, par exemple, qui a des soucis dans son entreprise ou a un dossier sous la main. Il nous fait appel et on part dans l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que son dossier soit bien monté et regarder tous les éléments, y sont ou pas, quels sont ce qu'il doit mettre pour faire la différence par rapport aux autres concurrents. Pour avoir un avantage. Exactement. Et à part ça aussi, il y a des demandes des entreprises où nous partons dans l'entreprise pour former les agents qui montent les dossiers. D'accord. Au sein même de l'entreprise. Au sein même de l'entreprise. Pour qu'ils puissent devenir indépendants. D'accord. On reste toujours à côté. Monsieur Zouré, dans votre cabinet, les formations sont-elles en adéquation? Est-ce que c'est une formation qui est identique à tous les cabinets ou chaque cabinet a sa formation spécifique? Non, chaque cabinet élabore ses propres modules. Voilà, nous le faisons, mais nous le plus souvent, nous le faisons en entreprise. Donc, on allie la théorie et la pratique. Donc, on monte la réglementation et ensuite, on demande aux gens de tenter de monter un dossier et nous regardons. Et sous forme de tests. Sous forme de tests. D'accord. Voilà. Mais ce qu'il a dit, généralement, ce que les entreprises veulent, c'est lorsque un marché est monté, qu'ils viennent vous solliciter pour monter soit le dossier pour lui, ou bien il a monté, c'est mal monté, et il vous demande de venir réparer ce qu'il a mal fait. Alors que ce que nous préconisons, c'est la formation. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la formation, former son personnel permanemment, parce que le domaine est changeant, il y a plein de lois qui rentrent en ligne de compte, donc permanemment, il faut être en train de former les gens, il faut être en train d'aller vers la qualité. Donc, il ne faut pas attendre qu'un marché soit lancé et puis courir, venir voir M. Zouré, voilà, expert, viens régler. Bon, on règle ça, oui, aujourd'hui, mais demain. Donc, c'est pas... Alors, nous allons continuer avec vous pour parler des PPP. Ok. Alors, les PPP, comme je le disais, c'est une forme de commande publique qui a émergé tout récemment au niveau de l'Angleterre, en la France, et qui nous est atterri ici en 2013 où on a pris une réglementation au niveau des PPP. Les PPP, c'est quoi? C'est un contrat administratif qui vise à financer un ouvrage ou un bien ou un service de l'État ou ses démembrements. Donc l'État n'a plus les moyens comme avant pour pouvoir financer son développement. L'État maintenant passe par les entreprises pour pouvoir financer les ouvrages et après l'État périodiquement rembourse les frais engagés aux entreprises. Avec des intérêts. Avec des intérêts. Donc les PPP sont à promouvoir, c'est une bonne chose et ça permet au secteur privé aussi de pouvoir se développer. Voilà, maintenant c'est tel qu'il est pratiqué au Burkina Faso tout récemment qui était critiquable, mais ça on ne rentrait pas dans les détails. Mais les PPP ne sont pas faits pour faire dépenser l'État, non. C'est un moyen de financement au contraire. Mais tel qu'il a été présenté au Burkina Faso, ça a créé des polémiques parce qu'on a fait 6 mois. Le 3 juillet 2017, par exemple, on a dit on prend une loi pour alléger les procédures des PPP. Des partenariats publics-privés. Pour pouvoir aller vite. Parce que le gouvernement aussi a des besoins d'investir, il faut aller vite, on a été élu, donc il y a un volet politique, peut-être qu'on va y arriver. Donc ça, c'est des enjeux politiques, mais les PPP, c'est une bonne chose. Et c'est une forme de commande, une forme de contrat administratif qu'il faut promouvoir. Qu'il faut encourager. Il faut encourager. D'accord. Fiscalité et audit des marchés, comment cela fonctionne au sein de votre bureau d'études, M. Bonkobo? Et fiscalité, c'est l'ensemble des règles qui régissent les impôts, les taxes, toute la contribution, tout en sachant qu'un impôt, c'est une contribution. Donc, quand on parle de fiscalité de marché public, c'est de veiller au respect des lois qui régissent la matière fiscale liée à un marché. C'est ça, il faut respecter. Parce que l'enregistrement d'un contrat ou d'un marché, il faut l'enregistrer. Il y a un taux qui est appliqué.
Alors, mais quand on parle de fiscalité, ce n'est pas forcément le seul marché. Parce que même les marchés privés doivent normalement être enregistrés. Tout à fait. Voilà. Même si, bon, on sait que dans la pratique, oui. Ce n'est pas toujours évident. Est-ce que ces entreprises ont une notion même de cette fiscalité, de ce qu'il faut vraiment respecter dans ces marchés? Pas forcément. Parce que le problème aussi qu'on a au Burkina, ce n'est pas forcément la fiscalité liée au marché, c'est la fiscalité dans son ensemble. De façon générale, voilà, oui. Quelqu'un qui a les compétences pour monter une entreprise n'a pas forcément une idée de qu'est-ce qui l'attend en matière de fiscalité. Donc, ça peut être aussi un élément, et ça fait partie des éléments qui concourent à comment on appelle ça, à la chute des entreprises. Parce que quand vous attendez pas à quelque chose et qu'on vient vous le dire, c'est comme ça. Alors, quand on prend le volet auditer, c'est quoi? Auditer, dans son français simple, c'est rentrer à l'intérieur pour voir le respect, la réglementation par rapport à quelque chose. Donc, contrôler, vérifier, fouiller, c'est-à-dire c'est une expertise qu'on apporte, comme le mécanicien qui veut auditer un moteur. Voilà, donc il contrôle, il fouille, il essaie, voir est-ce que... Voilà, c'est comme un scanner. Bon, enfin, voilà, il faut scanner pour voir est-ce que tout est à sa place. Oui. Voilà. Et là, il faut corriger, il faut rapidement corriger. Là où on ne peut plus rattraper, bon, on trouve des solutions de palliatifs. Donc, c'est aussi ça l'audit. Donc, les marchés publics doivent faire l'objet d'audit, tant dans les entreprises que même au niveau de l'État. Parce que quand on parle d'audit, on pense généralement que c'est aller auditer un DAF, un PRF. Non, c'est pas forcément ça seulement. Nous, en tant que on va voir, parce que si vous n'avez pas reversé la TVA, il faut qu'on vous le rappelle à temps. Tout à fait. Sinon, plus le temps passe, vous savez, les pénalités, ce n'est pas c'est pas 1%, c'est pas 2%. Donc, il y a, par exemple, des cas comme ça. D'accord. Alors, un point essentiel, la corruption dans les marchés publics est-elle une réalité, Monsieur Kola? N'étant pas un expert dans le domaine, oui. On ne peut pas le nier, mais on est en train de faire un effort pour encourager les entrepreneurs à être aussi honnêtes et transparents pour proposer ce qu'ils sont capables de faire et d'attendre. Néanmoins, on constate que de nos jours, c'est en train de comment dirais-je, de baisser. D'accord. Monsieur Zouré, sur la corruption. Oui, la corruption, c'est un fait réel. C'est un fait réel préjudiciable pour les jeunes entreprises, surtout parce que les entreprises, les vieilles entreprises, disons les grandes entreprises, ont les reins solides, donc ils sont capables de faire des propositions à la concurrence déloyale, en quelque sorte. Et ça pose le problème de l'équité de traitement, puisque dans le principe des marchés publics, nous sommes tous égaux vis-à-vis du marché, vis-à-vis de la position des personnes des marchés. Mais dès que l'autre partie propose des faveurs pour qu'on lui attribue le marché, ça crée un déséquilibre. Et donc, on finit par perdre des marchés, on ne comprend pas, alors que l'autre partie ne joue pas franc jeu, comme on le dit. Donc, c'est réel, c'est préjudiciable et c'est un phénomène à combattre. Oui. Je crois que le nouveau code pénal qui est rentré en vigueur le 31 mai 2018 combat la corruption. Donc, il y avait une loi spéciale sur la corruption qui avait été élaborée. On a ramené cette loi spéciale dans le code pénal. D'accord. Il y a aussi le délit d'initié, qui est une infraction à part entière aujourd'hui, qui est sanctionnée dans le code pénal. Le délit d'initié, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne, une entreprise, une personne morale, a à sa faveur des informations avant même que le processus de passation des marchés soit lancé et exploite cette information-là à sa faveur. C'est ça le délit d'initié. Et en ce moment-là, si on a ce genre de cas-là, il faut le dénoncer, il faut le sanctionner. Mais ce genre de cas est difficile à détecter parce que celui qui a l'information avant même l'information ne va jamais dire que j'avais l'information avant. Mais comment on fait pour détecter au fait ce délit? Bon, ça demande des investigations, ça demande que la LASE, l'autorité supérieure du contrôle de l'État, l'inspection générale de l'État, trouve des moyens. Voilà, pour pouvoir contrôler. C'est pourquoi, lorsque on doit lancer un marché, il faut prendre tout cela en compte pour ne pas que certaines personnes aient l'information avant d'autres personnes. Sinon, ça peut causer problème. D'accord. Nous savons que dans toute organisation, il y a des difficultés. Alors, dans votre bureau d'études, M. Bonkourou, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et si possible, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner pour pallier à ces difficultés? Comme toute entreprise, vous avez les difficultés notamment liées à la gestion même de cette structure, que ce soit au sein de notre cabinet qu'au sein des autres entreprises que nous accompagnons, surtout parce que comme nous apportons notre expertise, cela suppose que nous-mêmes nous réussissons déjà
Il faut être un bon chauffeur avant d'apprendre les autres à conduire. Donc, mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Mais dans le cadre général, quand vous regardez les entreprises, vous avez la difficulté de gestion qui suppose d'abord le management du personnel est déjà une préoccupation. D'abord, il faut trouver l'oiseau rare, comme disait M. Zoura au début. L'oiseau rare pour pouvoir... Et l'oiseau rare, ce n'est pas celui qui est le mieux diplômé. Voilà. Contrairement à l'administration publique qui peut fouiller les documents en fonction des diplômes, nous, au niveau du privé, le savoir-faire. Le diplôme, en fait, le diplôme, peut-être au début, mais à un certain moment, maintenant, le diplôme n'est pas forcément l'élément déterminant. Si moi j'ai besoin d'un coursier, il peut ne même pas avoir son CP. Tout à fait, voilà, mais il est dynamique. Il est dynamique et je sais qu'il peut s'exprimer dans la langue dans laquelle on s'exprime pour pouvoir quand même faire le cours. Ça, c'est juste. Alors, si vous prenez des personnes qui ont une certaine qualification, ils peuvent ne pas avoir un diplôme beaucoup plus élevé. Voilà. Mais au-delà de cette gestion-là, vous avez la gestion financière d'une entreprise. Il faut payer les salaires. Oui. Il faut payer les salaires, il faut supporter le local, il faut supporter les impôts, Internet, il faut supporter le fonds de roulement, enfin, tout ça, voilà. Et au-delà de tout cela, il y a l'élément déterminant. Une entreprise doit faire du chiffre. Il est là pour faire des chiffres. L'entreprise n'est pas là pour se faire voir, mais de faire du chiffre. Et pour faire du chiffre, il faut avoir un marché. Oui. Et c'est là la gestion de l'acquisition. Je ne parle pas de la gestion du marché en tant que tel. Oui, de l'acquisition du marché. Voilà. Donc, ça, en fait, ça suit tout de suite ce que la question précédente en matière de corruption. Si le terrain est fluide, si les éléments sont bien organisés, si la transparence existe, la gestion de l'acquisition ou de la recherche du marché peut être moins difficile accessible à tous. Accessible. Donc, ça va déjà réduire d'autres difficultés. Au-delà de ces difficultés, il y a l'expansion même de l'entreprise. Vous savez que beaucoup d'entreprises sont créées dans un territoire donné, qui ont fait 20 ans ou 50 ans, mais qui n'ont pas encore traversé la frontière. Donc, en fait, même si on se fait des chiffres, il faut aussi aller voir ailleurs. C'est une possibilité. Donc, si on n'arrive pas à aller voir ailleurs, ça veut dire qu'on a un problème de gestion. Soit on n'a pas l'information, on ne sait pas que ce qui est ailleurs... Il y a des opportunités ailleurs que nous pouvons saisir. Voilà, mais tout cela, c'est ce que nous devrons apporter aux entreprises, leur dire, ah non, il faut qu'on siffle dans votre oreille que ici, il y a aussi d'autres entreprises avec qui vous pouvez commercer. Oui. Donc, du coup, ça va désamorcer les questions de gestion, les questions de planning. Voilà. Et une entreprise doit faire l'objet d'une évaluation à un moment donné, et surtout d'audit de temps en temps pour voir est-ce qu'on n'est pas en train de sombrer. Oui. Parce qu'on peut se faire des chiffres. Vous savez qu'il y a des chiffres d'affaires qui sont élevés, mais le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice. C'est pas le bénéfice. C'est un piège, en voilà. quelque sorte. Donc vous avez des grandes entreprises qui reprennent de gros marchés, et néanmoins vous avez des employés qui sortent, voilà, qui se plaignent parce qu'on n'est pas bien rémunéré. Voilà, mais il faut demander au chef d'entreprise voir si lui-même il est bien rémunéré. Donc finalement, il y a un problème de gestion. Donc gestion comptable, gestion fiscale, gestion juridique de l'entreprise, gestion des marchés, du management, tout. En fait, c'est tout un arsenal. Il faut le dire comme ça. Alors, mais vous avez des propositions pour pouvoir un peu améliorer ces difficultés? Oui, naturellement. C'est ce que nous apportons à toutes les entreprises qui sollicitent ou que nous apportons quelque chose. Alors, d'abord, en matière de personnel, on ne recrute pas parce qu'on a une entreprise. Il faut recruter en fonction de sa capacité à pouvoir gérer. Donc, il faut recourir à l'expertise de quelqu'un qui a une maîtrise, une bonne connaissance en matière de ressources humaines. Savoir qui il faut prendre et quand et comment il faut gérer cette personne. Pour les questions juridiques, c'est pratiquement la même chose. Il faut éviter de tomber dans le droit. Il ne faut pas tomber dans le droit, comme on le dit. Donc, tous les contrats qui sont gérés par l'entreprise doivent faire l'objet de gestion par un service juridique. Maintenant, si l'entreprise n'a pas la capacité de recruter ou de disposer d'un service juridique propre à elle-même, alors les cabinets, nous sommes là pour ça. On apporte nos touches. Et la gestion juridique inclut les questions fiscales. Tout à fait. Les questions fiscales, les questions comptables. Parce que n'oubliez pas que depuis un bout de temps, surtout dans notre pays au Burkina, depuis 2014-15, les services des impôts sont devenus de plus en plus amers. Tous les jours, il y a un communiqué qui passe. Vous êtes interpellé, Sous forme de rappel. Voilà, sous forme de rappel. Mais il y a également des contrôles qui sont faits. Il y a des vérifications qui sont faites. Donc ça, nous apportons notre expertise. Si par exemple, vous avez une entreprise fait l'objet d'un avis de contrôle,
Voilà, ceux qui nous sollicitent, nous assistons en tant qu'experts et nous appuyons ce dossier. Pour les questions juridiques également, c'est ça. Le management, c'est pas vraiment la même chose. Et l'autre côté, c'est la formation. La proposition, en fait, c'est la formation. C'est-à-dire le chef d'entreprise ou ceux qui ont l'idée de mettre en place un projet d'entreprise doit avoir une certaine formation. Il faut former ses employés. Il faut même se former, faire former. Il faut se faire former. Avant même de monter l'entreprise, ou quand on a déjà monté, il faut se faire former. Tant en leadership, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller s'arrêter devant quelqu'un pour devenir une entreprise, un marché. Il y a une façon de s'exprimer. Oui. Voilà. Si nous n'échangeons pas... Les techniques d'approche. Voilà, les techniques d'approche. Voilà. Donc, il y a le marketing. Et je pense que M. Séverin va nous détailler tout ça. Tout à fait. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les éléments qu'on ne peut avoir. Même si on ne peut pas avoir toutes les formations, mais il y a le minimum. Ensuite, les employés, tous ceux qu'on a recrutés, il faut les former en fonction de les spécificités. Parce qu'il faut donner un intérêt à l'employé que l'entreprise l'appartient. Je ne dis pas qu'il est propriétaire de l'entreprise, mais l'appartient. Mais il est concerné par la réussite de l'entreprise. Voilà, il est concerné par. C'est pour cela que quand il y a la possibilité, il faut ouvrir aussi le capital. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas mobiliser quelqu'un en dehors de ses intérêts. Quand l'employé est là et pense que j'attends la fin du mois pour prendre mon salaire, bon, ça va pas marcher. Vous savez qu'il y a déjà un désintéressement. Oui, voilà. Mais il y a des entreprises, il y a des employés même qui envoient le marché. Oui, voilà. tout à fait. S'il envoie le marché, c'est qu'il sait qu'il le gagne dedans. Oui. Voilà. Donc, merci cela, c'est beaucoup. des choses à savoir. Alors, Monsieur Bruno, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre cabinet? Bon, au sein de notre cabinet, c'est toujours la question des financements. Souvent, on a plusieurs marchés sous la main et ce n'est pas facile en termes de théorie de gérer plusieurs marchés. Et si vous avez un marché à l'international, il va faire des déplacements fréquents au Niger, en Côte d'Ivoire. Et il faut tenir encore au plan local, ce n'est pas évident. Mais en termes même de proposition, c'est de créer une fêtière des cabinets. Les cabinets sont esselés, il n'y a pas de fêtière. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à porter nos revendications auprès du gouvernement. Par exemple, on pourrait dire que chaque année, on pourrait faire un quota de marché qu'on pourrait allouer à tel type d'entreprise en fonction de son chiffre d'affaires. Ça allait peut-être aider les petits cabinets à pouvoir émerger. Mais on est face à une concurrence internationale où des gros cabinets européens viennent compétir sur notre terrain. Ce qui fait que les entreprises qui ne sont pas bien préparées, qui n'ont pas de solides compétences en termes de formation, comme M. Bongo l'a dit, sont appelées à disparaître en moins de 2-3 ans. Voilà. D'accord. Alors, quelle solution vous pouvez préconiser pour... Non, la solution, c'est d'abord la formation. Il faut vraiment former son personnel en matière de marché public. Marché public et privé. Parce qu'un personnel qui n'est pas formé, il ne sait pas comment vous allez pouvoir monter les marchés aujourd'hui. Sauf peut-être qu'avoir recours à la corruption, ce qui est répréhensible. Donc, il faut mettre l'accent sur la formation. Il faut bien former les gens, la qualité du dossier, parce que le dossier se vend lui-même, comme on le dit. Un dossier bien monté, on n'a pas besoin de trouver quelqu'un pour mettre un cahier sur le dossier. Le dossier se vend. Même moi, j'ai eu à participer à des montages de dossiers avec des cabinets européens. Mais ils vous envoient le dossier, vous le regardez, sans avoir vu le contenu, vous avez envie de leur attribuer le marché. Rien que le papier utilisé, les couleurs, les agencements, les comme revues. Vous avez dit, la forme, le fond. Oui. Voilà, donc tout ça, c'est la formation. Voilà, donc il faut mettre l'accent sur la formation. Alors, Monsieur Koula, dans votre agence Connexion, BSK Connexion. Les collègues ont déjà ébauché et toutes les difficultés qu'on rencontre, ça se retrouve dans les cabinets. Donc, la difficulté majeure, c'est de faire comprendre, le fait de faire comprendre aux entreprises qui doivent former leurs agents. Donc, ce que moi j'ai à dire, c'est de dire que la formation est un investissement et non une dépense. Il faut que les entreprises comprennent de cette manière qu'en formant ces agents, c'est un investissement qu'il faut incorporer en même temps dans le capital, au lieu de penser que former ces agents, c'est une dépense. C'est dépenser. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qu'il faut imputer sur les produits et les services que vous offrez. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission, mais j'aimerais poser cette question à M. Zouré. L'impact politique sur les marchés publics. Oui, l'impact politique, vous voulez que je parle des enjeux en fait. Oui. Les enjeux au plan politique permettent au gouvernement, à l'autorité publique, de mettre en œuvre son plan de développement. Sans marché public, je ne vois pas comment le gouvernement va pouvoir atteindre ses objectifs au plan du développement. Au-delà du politique, il y a des enjeux stratégiques. Les marchés publics
permet d'évaluer la force de frappe d'un État. Si vous lancez plus de marchés, les entreprises vivent, le chiffre d'affaires, l'économie tourne. Donc ça, c'est un enjeu stratégique important. Au plan économique et financier, ça permet de traduire le budget de l'État en développement. Donc c'est une sorte de rotation. Le budget est élaboré, on dit qu'on a 2000 milliards à dépenser, mais les dépenses, c'est dans les marchés publics. L'acquisition des biens, des services, les ouvrages publics, tout. Donc nous pensons que il faut mettre l'accent sur la formation, former le personnel de l'administration, les privés aussi doivent se former, il faut mettre en place plusieurs effectifs pour pouvoir discuter permanemment comment améliorer la performance. C'est ça, il ne suffit pas de quantifier dans un budget de l'État et finalement à la fin de l'année on n'arrive même pas à exécuter le quart de ce qui a été prévu. Parce qu'il y a des lourdeurs administratives. C'est pourquoi le gouvernement a en place plusieurs mesures en 2016 pour pouvoir alléger la procédure, pour être plus efficace et pour répondre aux besoins des populations. D'accord. Nous sommes à la fin de ce numéro de Face au Business. Une dernière intervention, M. Bonkougou. Je voudrais dire de revenir un peu sur la question des recommandations pour la gestion des entreprises, parce que ça me tient un peu à cœur. Alors nous avons presque parlé de nos propres bureaux d'études et de nos petits voisins à côté. Mais il faut aller au-delà. Hein. Il faut plutôt interpeller dans la recommandation, je crois même interpeller l'État. Je pense que M. Bruno l'avait déjà lancé. Mais vous savez qu'au Burkina, il y a une lutte qui a commencé depuis un bout de temps pour ce qui concerne les PME. Hein. Il y a la rédaction de l'achat des PME, il y a des réglementations en matière de facilitation, l'accès du crédit. Mais c'est des choses qu'on a demandé à l'administration depuis un bout de temps, mais ça ne sort pas. Ça sort pas. Les entrepreneurs ne sont pas tout à fait tous réunis. Parce qu'en 2016, il y a eu la Confédération générale des PME qui a tenu son lancement. Mais ça n'a pas produit les effets escomptés. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore de réglementation typique aux PME. Alors, cela aussi se pose le problème. Parce que la première préoccupation, je me dis, ça doit être même la définition des PME. Si on n'a pas une réglementation, on ne peut pas définir qu'est-ce qu'une PME. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'une petite entreprise et une toute petite entreprise, on ne saura pas. Voilà. On n'a même pas forcément tout cela dans nos réglementations. Donc, il faut interpeller le gouvernement à accélérer. Hein? On a un nouveau ministre qui est là, qui est suffisamment jeune et qui est aussi dans les affaires, je crois bien. M. Kabouré. Voilà, on me dit quand même que ça doit le tenir à cœur. Il faut ouvrir l'accès au crédit. Je ne crois pas qu'on va demander une banque pour les PME. Non, ce n'est pas vraiment... c'est une alternative, mais ce n'est pas la solution exacte. Mais il faut un plaidoyer auprès des institutions financières pour faciliter, par exemple, les garanties, les prêts, voilà, pour que les PME et tout l'ensemble des affaires. Et puis, bon, je vais ajouter quand même un dernier mot pour ce qui concerne surtout la question du marché public encore. Pourquoi il y a marché public ? Le marché public, c'est parce que l'autorité publique contractante elle-même ne peut pas aller exécuter. Est-ce qu'il y a un avantage à exécuter le marché? Non, ce n'est pas tout à fait évident. Si on veut construire une route, est-ce que le ministère des Infrastructures va sortir ses ingénieurs et puis aller payer des tracteurs, aller se mettre sur le terrain? Voilà pourquoi il faut trouver des opérateurs privés pour exécuter. C'est pour cela qu'il faut mettre les moyens à la place. Il faut multiplier également les marchés parce que, comme on l'a dit, si on veut faire tourner l'économie, il faut qu'il y ait du travail. Tout à fait. S'il n'y a pas de travail, l'économie ne peut pas tourner. D'accord. Merci pour votre intervention. Monsieur Koula, une dernière intervention. Ma dernière intervention, c'est de dire que quand une entreprise forme ses agents, sa prestation est totalement différente d'une autre entreprise qui ne se préoccupe pas de la formation pratique de ses agents. Donc c'est juste une interpellation de s'approcher des cabinets et des experts pour ajouter une touche à leur service, à leur bien. Voilà. Surtout concernant le marché public parce qu'il ne suffit pas de se plaindre. Pourquoi je n'ai pas été, mon entreprise n'a pas été retenue. Vaut mieux plutôt se renseigner sur comment faire pour être voilà, retenu, quels sont les réglementaires en vigueur en ce moment, et voilà. Merci beaucoup. Même à l'exécution. Même à l'exécution et tout ça. Bonne exécution, il faut aussi la formation. Tout à fait. Voilà. Monsieur Zouré, une dernière intervention. Nous ne pouvons que remercier BF1 pour nous avoir réunis aussi pour parler d'entrepreneuriat, de marché public. Et nous pensons que tout ce que nous avons dit sera capitalisé et que les entreprises qui nous suivent
changeront de comportement et de mentalité pour un rayonnement du secteur privé burkinabé. Tout à fait, c'est l'objectif de l'émission, de ce numéro de Face au Business. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci. Nous étions sur ce plateau avec M. Bruno Zouré, qui est juriste, expert, consultant, directeur général du cabinet Global Green Consulting Afrique. Aussi, nous étions sur ce plateau avec M. Riva Anselme Bonkougou, qui est le directeur général du bureau d'études Pareda International. Et notre dernier invité est M. Séverin Kola, qui est le directeur marketing de BSK Connexion. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de production de Baro Abdoulaye et à très bientôt pour un autre numéro de Face au Business.